Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Alors que les inquiétudes ne cessent de monter à lire les dernières statistiques financières, tous se demandent par quelle baguette magique ces tendances vont pouvoir être renversées. Le nouveau chef du gouvernement ne cache pas lui-même que la situation est très difficile et décide aujourd'hui de recourir au financement dit non conventionnel, prenant ainsi des risques très sérieux. L'option de l'endettement extérieur ayant été d'emblée écartée par le président de la République, mais la perspective d'enclencher la planche à billets n'est pas pour rassurer la plupart des spécialistes des questions financières qui donnent aujourd'hui l'alerte et mettent en garde contre le risque fort inflationniste et pire, le risque du scénario vénézuélien. Je reçois deux invités, deux spécialistes pour en parler. Abdelrahman Ben Khalfa, bonsoir, ancien ministre des Finances et actuellement consultant économique. C'est vous qui êtes le maître d'œuvre de la loi de finances 2017, une loi à la naissance douloureuse, on s'en souvient encore. J'ajoute que vous êtes rentré ce matin même des lieux saints de l'islam. Vous êtes donc ce soir Hajj Abdelrahman Ben Khalfa, Mabrouk Alik. Merci. Monsieur Farhat Aitali, vous êtes analyste financier, chef d'entreprise. Vous êtes surtout devenu le pourfendeur des erreurs gouvernementales. Et à vous écouter sur tous les plateaux et à lire votre page Facebook, on voit que c'est pour vous une passion que de mettre l'exécutif face à ces turpitudes dans une connaissance parfaite des rouages de notre économie et de ses chiffres. Voilà, messieurs, merci encore d'être là. Alors, nouvelle décision, celle du gouvernement, celle d'aller vers le financement non conventionnel. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur Ben Khalfa? Merci encore une fois de l'invitation. Merci de cette invitation. Effectivement, vous le disiez, après une période de nettoyage spirituel, j'allais dire. Financement non conventionnel, ça voudrait dire une période exceptionnelle. Parce que le financement conventionnel n'a pas pu résoudre les questions posées. Nous sommes devant une question dans notre pays d'un gap entre les ressources qui existent et les besoins. Et les ressources publiques, parce que l'économie, globalement, repose sur la dépense publique, sur les ressources publiques. Et nous sommes devant ce gap-là qui existe depuis 2014, avec la descente aux enfers du prix du pétrole. Je vous rappelle que le fonds de régulation de recettes a été entamé, que la Banque d'Algérie a dû également libérer des ressources. Elle vient également d'ouvrir le guichet du refinancement des banques. Et nous en venons à la modification de la loi sur la monnaie et le crédit, la loi fondamentale, pour libérer les relations qui étaient plafonnées à 10% entre le Trésor public et la Banque d'Algérie. En soi, le financement non conventionnel, cela signifie que le Trésor peut recourir à la Banque centrale pour emprunter, pour subvenir à ses besoins. À quel seuil? Il y avait un seuil maintenant. Il y a une libération de ce seuil, mais le dernier communiqué du Conseil des ministres calibre bien les cas dans lesquels le déficit, la dette publique et le Fonds national de l'investissement, ce qui me semble être un peu particulier, parce que le Fonds national de l'investissement était destiné à trouver des ressources supplémentaires. Le fait est là, nous sommes dans une situation exceptionnelle pour 5 ans. 5 ans me semble un peu long, moi. Alors, en soi, le financement non conventionnel consiste donc à libérer des ressources de la Banque d'Algérie vers le Trésor. Vous avez commencé par les inquiétudes. D'emblée, je vous le dis, une condition fondamentale, une conviction d'ailleurs, ma conviction, c'est que tous les pays qui ont recouru à cela, d'abord, ont des économies dynamiques. Il faut que l'économie devienne dynamique et permette de couvrir ces avances
de la Banque d'Algérie vers le Trésor par des ressources qui viennent d'une activité économique. 2, il faut que les choses se fassent simultanément. Donc tous les pays qui ont recouru à cela ont en même temps engagé des réformes structurelles fortes. D'accord. Alors c'est la condition. Donc il ne faut pas avoir peur de la mesure, il faut avoir peur de la mesure si elle ne s'accompagnerait pas d'une dynamique microéconomique et d'une dynamique macroéconomique forte qui permettent de générer des ressources qui viendraient supplier ces avances de la Banque d'Algérie au Trésor. D'accord. Alors, on vient d'entendre M. Ben Khalfa. Pour que ça fonctionne, il faut que l'économie se redresse, mais il faut du temps pour que l'économie se redresse. Bon, personnellement, vous aviez parlé tout à l'heure d'économistes qui mettent en garde le gouvernement. Moi, je ne mets pas en garde le gouvernement pour la simple raison qu'il est obligé de faire ça. De toute façon, on ne met pas en garde quelqu'un qui est arrivé pratiquement à une obligation. Donc c'était la seule solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de ressources. En dehors de l'endettement extérieur qui est pratiquement interdit, et qui est interdit de deux côtés, par le président de la République, aussi par l'impossibilité de trouver des bailleurs de fonds à hauteur de montants faramineux pour couvrir des dépenses du Trésor. Aussi, c'est risqué, ça. D'accord. Parce que les conditionnalités ne seraient pas aussi gentilles qu'on ne le pense. Ceci dit, maintenant, c'est le seul moyen de couvrir non pas des prévisions pour 2018, mais de couvrir le gap à partir du 30 juin passé. Parce que le déficit budgétaire prévisionnel de la loi de finances pour 2017, il était de l'ordre à peu près de 2200 milliards de dinars. Ceci dit, le FRR qui avait 740 milliards, plus quelques prélèvements au niveau de la Banque d'Algérie, ont réussi à plus ou moins à couvrir le semestre. Mais le deuxième semestre, il y a quand même 1100 à 1200 milliards de dinars qui vont se présenter en déficit. Parce qu'en général, à l'exécution des lois de finances, on est à peu près à 96%, 94% pour les dépenses. Donc on n'est pas loin des prévisions en matière de dépenses. En matière de recettes, des fois ça s'améliore, des fois ça baisse, mais c'est toujours de l'ordre de 2-3%. Donc on peut s'attendre à un minimum de 1000 milliards de dinars de déficit à couvrir. Là, on ne parle pas d'un déficit prévisionnel, on parle de besoins mensuels impératifs. À un moment donné, le gouvernement même avait, en 2016, il est allé vers une forme d'endettement vraiment bizarre. Celle qui consistait à ne pas payer, c'est les entreprises contractantes. Il y a un endettement qui ne paraissait pas dans la dette publique, mais qui laissait sur le tapis des centaines d'entreprises locales, des fois des litiges avec des entreprises étrangères. Jusqu'à présent, certaines de ces entreprises n'ont pas été payées aussi. Du moins les locales. Donc à partir du moment où le gouvernement est dans l'obligation de se trouver des 1000 milliards de dinars au minimum, où est-ce que vous pensez qu'il va les trouver ? Et moi, je mettais en garde, avant qu'on en arrive là, qu'il fallait quand même rationaliser les dépenses publiques qui avaient pris pratiquement une inflation assez dangereuse à partir de 2012. À partir de 2012, on est arrivé presque à 100 milliards de dollars de budget entre fonctionnement et équipement. Bon, ça a baissé entre-temps, parce que le dinar a été dévalué, mais en matière de dinar, on tourne à peu près à 7 000 milliards de dinars. Mais les 7 000 milliards de dinars en 2013, c'était l'équivalent de 95 milliards de dollars. S'il n'y avait pas eu la dévaluation, on serait vraiment dans une situation encore plus intenable que ça. Aujourd'hui, si on dit qu'il faut qu'il y ait une politique économique de redynamisation du secteur productif pour créer de la fiscalité, oui, c'est un impératif. Mais selon quel mécanisme ? Comment faire ? Parce que... Alors, qu'est-ce que vous préconisez à ce niveau-là ? Ce que dit c'est Farhat est un choix obligé. Donc, c'est pour ça qu'on on se disait il y a quelques années, on a du temps, on n'a plus de temps. Il faut passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses sont douloureuses, sont complexes, nécessitent de l'ingénierie, pas des lois, nécessitent un courage managérial. Les choses. Alors, il faut nettoyer le système de subvention. Il faut que les subventions descendent. Parce que le recul, le niveau de la trajectoire budgétaire est intenable. Il faut libérer l'investissement. Libérer l'investissement, c'est mettre rapidement les rouages pour que les partenariats capitalistiques puissent se faire, pas par l'endettement, mais par l'investissement. Et donc, abattre le caractère généralisé de 51-49. Le caractère généralisé, le maintenir. Troisièmement, il faut faire de l'inclusion financière et fiscale de l'informel. L'informel, on a commencé en 2015, j'y avais pris part dans le cadre du gouvernement, mais ça c'est le gouvernement, l'inclusion financière et fiscale de tout ce monde qui
fait fonctionner l'économie, qui produit peut-être, mais qui ne paye pas d'impôts, ça, il faut arrêter la dualité de l'économie. Et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'à éteindre complètement, jusqu'à ce que le pourcentage de l'informel soit très faible. Et quatrièmement, il faut recrédibiliser le dinar. Le dinar est devenu quelque chose qui vous avez vu sa valeur. Et cinquièmement, il faut réorganiser les marchés. Les marchés sont dans notre pays, les marchés avec le système de formation de prix, c'est le rouage essentiel de l'économie. Les marchés sont dans le désordre, les prix sont dans le désordre. Ça, ce ne sont pas des mesures de contrôle des prix, ce sont des mesures de reformatage du dispositif de formation des prix. Remettre la valeur. Remettre la valeur, c'est dans toutes les transactions, faire des transactions qui permettent au marché de fonctionner. Et enfin, faire jouer au secteur bancaire et financier son rôle. Son rôle, c'est d'aller chercher les ressources qui sont en dehors, quelles que soient les mesures, par tous les moyens, par tous les produits, libérer l'initiative. Donc, nous en sommes arrivés à ces situations. Maintenant, il faut une hizma, comme on dit en arabe, il faut un ensemble de mesures qui permettent de réajuster l'économie, y compris la poursuite d'une dévaluation du dinar qui est au-dessus de sa valeur. Tout ça, vous le saviez, M. Ben Khalfa, quand vous étiez aux affaires il y a peu, enfin l'année dernière. Et donc, pourquoi qui décide en matière de finances? Je ne parle pas de la... Parce que ce n'est pas les finances, ça c'est l'économie. Ça c'est des mesures économiques. Les finances en sont une partie. Mais les finances peuvent suggérer. L'industrie est une partie, l'agriculture est une partie. C'est l'économie dans son ensemble qui doit être remise sur rail. Nous avions effectivement un temps pour le faire, parce que les épargnes passées étaient suffisants. Nous n'avons plus ces épargnes. Donc il faut passer au traitement chirurgical de l'économie. Et on pensait peut-être que le pétrole allait remonter. Il remonte, tant mieux. Il remonte un peu. Moi j'avais commencé à dire, enfin, je pensais que le pétrole s'arrêterait à 35-36. Il est à 54 aujourd'hui, 55. Mais cela ne doit pas encore nous permettre de faire une sieste. Donc le traitement chirurgical, la thérapie de choc de l'économie doit commencer. Alors, doit commencer avec une compréhension de tous. Les pouvoirs publics, oui. Le patronat également, les hommes d'affaires, les consommateurs, tout ce monde. Le pays doit remettre son économie en marche avec des mesures, encore une fois, douloureuses, mais pour lesquelles nous n'avons pas de choix. Alors, Falhat Ali, il vient de prononcer le mot, la douleur, on va la sentir maintenant. Enfin, la douleur, en ce moment, c'est les classes moyennes qui vont la sentir. Hein, parce que, bon, si on parle des salaires de moins de 20 000 dinars, pour la douleur, ils sont vaccinés, ils n'en sont jamais sortis, hein, quelque part. On peut dire que quand il y avait une rente dans ce pays, elle a financé les errements bureaucratiques d'une administration qui a fait une emprise sur le PIB, en amont et en aval. Elle prélevait 60% du PIB en fiscalité ordinaire et pétrolière, elle redistribuait les 40% restants. Et en Algérie, pratiquement, la société, quelque part, elle était beaucoup plus réceptrice d'un PIB en aval que créatrice d'un PIB. Donc, en fin de compte, cette administration, maintenant qu'elle n'a plus de ressources, évidemment qu'elle est obligée de se réformer. Mais ce n'est pas aussi facile à faire qu'à dire. Parce que quand quelqu'un a été formaté durant des années à faire intrusion dans tout, sauf dans ce qui le regarde, pratiquement à croire que la répression a posteriori de phénomènes qu'il a lui-même créé a priori pourrait être un remède, ça aussi, ce genre de fonctionnaire, c'est difficile de lui dire, écoutez, c'est fini, là, on ne peut même plus suivre ce rythme. Maintenant, pour ce qui est de la relance de l'investissement, relancer quel genre d'investissement, comment, avec quel fonds et avec quel partenariat? M. Ben Khalfa avait parlé des 51-49. Le 51-49 de 2009 à 2017, il nous a éventuellement empêchés de recevoir beaucoup d'investisseurs sérieux avec leurs propres fonds. Parce qu'il y avait aussi un autre article, le 58 de la LFC 2009, qui interdisait même de ramener ces fonds, qui obligeait les gens à emprunter chez nos banques. Pendant un moment donné, tant qu'on avait de l'argent, on avait fait de ces errements, on a même fait des novations
et non pas des innovations en matière de politique économique qui n'ont jamais existé nulle part ailleurs dans le monde. L'Arabie Saoudite, quand vous investissez chez ce pays qui, à l'époque, engrangeait quand même bon normalement 350 milliards de dollars, avec votre argent. L'Algérie était le seul pays au monde qui interdisait aux gens de ramener leur argent sous prétexte que des apports financiers, des investissements étrangers leur donnaient un pouvoir quelconque sur la souveraineté en matière d'endettement, parce que c'est considéré quelque part comme endettement, mais réellement ce n'est pas un endettement, parce que quand on investit, on risque, on n'exige pas ses capitaux. Bien sûr, si je vous saisis, forcément vous exigez vos capitaux, mais tant que je ne vous chasse pas, je ne peux pas considérer ça comme un endettement. Donc nous avons fait une gestion bureaucratique, je dirais unilatérale. Et d'ailleurs le Premier ministre actuel, moi je le dis, c'est le roi de la gestion unilatérale de la rente maintenant, et j'aimerais bien voir comment il va se débrouiller pour faire la gestion unilatérale de la catastrophe. Et j'espère qu'il est plus futé qu'avant. Au-delà des styles personnels, moi je crois beaucoup au début, à l'enclenchement de la mécanique de restauration de l'économie. Monsieur Ben Khalfa, excusez-moi, mais il a un peu raison. Hein. Comment peut-on faire avec les mêmes hommes des politiques très différentes qui remettent en cause leur propre existence? La présence des hommes, c'est une décision collective. Hein. Là, il s'agit de position d'État, pas position de gouvernement, parce que le pays est dans une situation telle qu'il faut que la politique de l'État s'implante. Les gouvernements peuvent passer, les tendances peuvent passer, et puis dans ce cas-là, c'est Farhat a raison, mais nous sommes face au mur, il faut passer aux thérapies de choc. Alors, les thérapies de choc, encore une fois, il parlait de l'investissement. L'investissement ne doit pas être bridé, il a été un peu bridé. En plus de cela, je pense qu'il faut aller à la vérité économique. Moi, j'ai été personnellement déçu de savoir que les micro-entreprises ont encore un répit. Ils ne doivent pas avoir de répit. Les banques doivent travailler dans une rigueur plus forte qu'avant. Il ne faut pas que les solutions de facilité, d'ailleurs même la mesure elle-même de la loi sur la monnaie et crédit est une mesure qui n'est pas une finalité en soi, c'est une mesure de transition pour permettre. Donc la tendance qui consiste à remettre en question une efficience économique doit être complètement mise de côté. Et je suis en tant que citoyen un peu déçu parce que sur les messages, sur le nouveau programme, on ne lit que la mesure d'ouverture du pipe entre la Banque d'Algérie et le Trésor. Les autres mesures, où en sont-ils? Il faut qu'on en discute. Ils sont en second lieu. Ce sont des choses qu'il faut passer en premier lieu. Le secteur public. Le secteur public, les entreprises, les banques doivent aller chercher des ressources ailleurs, y compris dans leurs capitaux. Moi, je plaide maintenant en faveur d'une ouverture du capital des entreprises publiques, des banques publiques. Il faut... l'option de l'endettement a été écartée, l'endettement extérieur, mais l'option de l'investissement direct, y compris un investissement direct capitalistique, les partenariats capitalistiques, il doit y avoir des tabous qui doivent sauter. Le pays a besoin, et dans une démarche où, si nous restons sur un certain nombre de tabous du passé, et si la mesure qu'on vient de prendre ne s'accompagne pas dans l'année qui vient, dans les 2 années qui viennent, d'un redémarrage de la croissance et de la microéconomie, nous aurons de graves problèmes. Le système de l'administration n'est-il pas trop ankylosé pour pouvoir opérer cette mutation rapidement? Un certain niveau de décision, il n'est pas ankylosé. Je parle de niveau intermédiaire, à exécution, maîtrise. Oui. Il est beaucoup plus ankylosé à des niveaux supérieurs. Et aussi à un certain niveau de décision, il y a les intrusions politiques aussi, et les intrusions même, je dirais, politiciennes de l'opposition et de la société. Mais l'administration en elle-même, c'est un instrument. Si on le règle sur la bonne fréquence, il y aura quelques rares cas qui vont sortir de la fréquence. Mais le gros de la troupe, il va suivre. C'est comme une armée, l'administration. Par contre, au niveau décisionnel, nous réagissons toujours avec un certain dogmatisme et des penchants, des fois des penchants positifs. Mais concrètement, sur le terrain, ils ont des effets désastreux, des effets négatifs. Je vais vous dire à titre d'exemple, la dernière constitution, le dernier amendement en date, il parle pratiquement d'une égalité de traitement entre le privé et le public. Mais maintenant, le privé et le public,
M. Makhalba vient de parler de la vérité économique qui consiste à pratiquement mettre chacun devant ses responsabilités. Même si j'estime que ça ne sera pas évident dans l'état actuel des choses. Parce que ce n'est pas en période de crise qu'on va encore serrer le peu de tissu productif qui reste. Mais à titre d'exemple, si une entreprise publique se retrouve dans les mêmes difficultés qu'une entreprise privée, on va lui appliquer ça? On ne peut pas. Et pourquoi on ne peut pas? Donc la Constitution interdit cette disparité. Nous avons aujourd'hui le Qatar Hajar. Qu'est-ce qu'on en fait? On vient de l'arrêter. On va le renflouer encore sur fonds publics. Les fonds publics aujourd'hui, ce n'est plus une rente, c'est la fiscalité des entreprises l'Ukhrine. En vertu de quoi la fiscalité de X va renflouer les trous d'Y. Alors que ces deux redevables, concrètement, ces deux redevables, et qu'on dit l'emploi de Hajar, pourquoi les emplois de Qassi ou Amar, c'est des Chinois, c'est des Algériens, non? Pourquoi je coule 3 000 ou 4 000 emplois chez X? Parce qu'il n'est pas public, et je considère, je sacralise le même nombre d'emplois dans le secteur public auquel j'ai fait 3 ou 4 assainissements coûteux en 20 ans. D'accord. Et maintenant, il va falloir trancher une bonne fois pour toutes sur ça. Alors, revenons au recours à la planche à billets. Qu'est-ce que ça va induire très prochainement? Est-ce qu'on peut partir sur une inflation ou une dévaluation du dinar rapidement? Et je voudrais moi, je suis les événements comme observateur économique, mais je suis un peu déçu par le fait qu'on n'ait pas suffisamment... il faut mettre côte à côte toutes les mesures. Un petit dosage comme dans une ordonnance d'un médecin. Il faut mettre un peu de sirop, un peu de comprimé, un peu pourquoi? Il faut mettre un peu d'évaluation, un peu de bancarisation, un peu d'inclusion fiscale et financière, un peu d'ouverture économique, un peu. Il faut une hizma, un coup fin de mesures ensemble, coordonnés, qui font la politique économique. Il ne faut pas se baser, comme on l'a fait dans le passé. J'étais acteur dans l'emprunt public national qu'on avait fait comme mesure transitoire, pas seul, mais avec le gouvernement. On a tendance, nous, à nous porter sur une seule voie et à considérer que non, la politique économique doit être... C'est pour ça la politique économique doit nous permettre en même temps d'aménager de restaurer la valeur du dinar, d'inclure l'informel, de lutter contre le change parallèle, de rétablir, de nettoyer le système de subvention, d'organiser les marchés. Cela doit être synchronisé avec une politique économique nationale pour nous permettre de dépasser cette phase. Et donc, il ne faut pas... La mesure seule est une mesure d'urgence exceptionnelle qui ne produit d'effets salutaires que si elle est accompagnée de mesures structurelles. Et avec des autorités qui inspirent la motivation. Non seulement qui inspirent la motivation, mais séparer le politique de l'économique. Une responsabilité très grande des élus, j'en appelle au Parlement et au Sénat, qui ne sont pas là uniquement pour réclamer le pouvoir d'achat ou pour réclamer le calme, qui sont là aussi pour accompagner des mesures d'équilibre, des mesures de restauration d'une économie pour passer à une phase. Et donc une responsabilité nationale. Et aussi une responsabilité du patronat. Le patronat qui a vécu à l'ombre de la dépense publique doit quitter l'ombre de la dépense publique. J'ai vu que le patronat s'est exprimé hier sur certaines choses. Il faut qu'il s'exprime également sur les fondamentaux. Actuellement, beaucoup d'entreprises sont tombées parce qu'ils ont vécu à l'ombre de la dépense publique. La dépense publique est tombée, le business model doit changer. Et donc le pays a besoin de tartib al-bayt al-iqtisadi, comme on dit, de remettre de l'ordre. Mais ça, c'est une responsabilité nationale. Vous avez raison, les pouvoirs publics sont en tête, mais ce n'est pas ça. Il faut une alliance réelle pour un changement de l'économie. Et ça, c'est non seulement complexe, c'est douloureux et ça demande un courage managérial extrêmement fort. Est-ce qu'on est dans un virage qui est assez dangereux, en définitive? Est-ce qu'on peut aller dans des situations dramatiques comme ce qu'on a vu ailleurs, au Venezuela notamment? Ça dépend de ce que vous appelez une situation dramatique aussi. Hein. Bon, le virage, on l'a pris il y a un certain temps quand même. On l'a pris en 2012.
Je dis bien qu'on a pris en 2012 quand le pétrole était vraiment... Parce qu'il ne faut pas parler oui, vous parlez des chiffres. Nous avons une logique comptable. Vous parlez des chiffres, mais moi je parle de la démarche économique aujourd'hui. Mais la démarche économique, justement, revenons à ça. En 2012, on a abandonné toute démarche économique pour une démarche comptable. Parce qu'il y avait des fonds à comptabiliser et à répartir. Nous avons jusqu'à présent une logique économique d'intendance. Effectivement, c'est la logique du Nigeria, plutôt du Venezuela, de Chavez. C'était une logique d'intendance. Avec 200-300 milliards de dollars quand même de revenus, ils se débrouillaient toujours pour alimenter le marché intérieur, évidemment en créant le marché noir aussi, la corruption, sans laisser l'économie qu'il avait trouvée, qu'il avait précédée, opérer selon les règles générales et internationales de l'économie. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de partisans en Algérie, Chavez. Tu as des acquis sociaux, tu as les couches défavorisées, enfin la chanson habituelle de n'importe quel démagogue. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons une économie structurée dans des secteurs précis avec des clusters productifs ou non? Nous voulons faire quoi? Une économie semi-agricole, totalement agricole, une agriculture industrialisée, parcellisée, on veut faire une industrie lourde, légère. En fin de compte, c'est quoi l'industrie algérienne aujourd'hui? C'est la transformation de produits importés à 100%. Des fois, ça se réduit au stade conditionnement. Avec cette industrie-là, elle pourra créer de la fiscalité, mais sur la base de quoi? Sur la base d'une érosion pratiquement continue des réserves de change. Parce que la valeur du dinar, elle est aussi tributaire des réserves de change. Si la Banque d'Algérie prête au Trésor, c'est sur la base d'une émission. Alors si vous faites de l'émission et en même temps vous érodez les réserves de change, vous allez avoir l'effet conjugué des deux phénomènes. Évidemment, le dinar ne pourra pas résister. Dans votre hazma, c'est ça? Oui, une hazma, comme on dit. Est-ce que vous prévoyez aussi un peu d'emprunt à l'extérieur Non. L'emprunt extérieur, il y a une option. À titre personnel, moi, je ne suis pas contre. Moyennant un certain nombre d'aménagements. Mais il y a une option souveraine. Le chef de l'État s'est exprimé. Mais je prévois une ouverture très grande sur l'investissement extérieur, notamment dans les services. À nos frontières, beaucoup de gens veulent investir dans les services. Nous sommes un grand. La preuve, nous libérons 6-7 millions d'Algériens par année qui vont passer leurs vacances ailleurs. Nous libérons des milliards pour nos besoins d'informatique, l'économie des services. Donc, dans notre ESMA, il y a surtout l'investissement, non seulement à libérer, enlever ce barrage de 51-49, sauf pour les stratégiques, qu'on devrait, et ensuite libérer les formes procédurales. Et pour moi, le premier acte important, c'est la prochaine tripartite. Pour moi, la prochaine tripartite doit changer complètement d'allure. C'est une tripartite de changement d'économie. Ce n'est pas une tripartite dans laquelle les uns vont demander des choses et les autres vont répondre. Et donc le pays a besoin de faire une toilette, mais de faire une mue, avec les mêmes hommes. Oui, on a vu ailleurs des pays qui sont transformés. Nous avons Djerana qui sont en train de se transformer avec les mêmes générations, avec des difficultés plus fortes. Mais il ne faut pas se barricader sur ces choses-là en disant que les hommes peuvent changer. Il y a une option politique forte, elle est faite, je pense, mais il faut y aller de façon extrêmement vigilante. Merci. On est arrivé au bout de l'émission. C'était court. Alors voilà, mesdames et messieurs, voilà un petit éclairage sur ce qui doit être fait, sur cette hazma qui est proposée aussi par monsieur Ben Khalfa, Hadj Ben Khalfa. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau débat de Challenge. Merci.